Bienvenue à tous. Merci à tous et à toutes de nous rejoindre aujourd'hui de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, ça va être vraiment aujourd'hui une conférence commune, une conférence à deux voix. D'un côté, avec Marie Vialaré, qui représentera la France avec le collectif Ta pensée A, et moi-même, Emma Safar, pour la FEAS du côté québécois. Donc, je vais simplement vous donner un peu de contexte de pourquoi est-ce que nous avons décidé de nous lancer dans cette conférence aujourd'hui. C'est parce que le 1er avril dernier, c'était la journée du travail invisible. Et cette année, ça marquait les 25 ans de cette journée, qui est une journée tellement importante. Donc, cette journée, c'est avant tout une journée de réflexion, une journée de sensibilisation sur ce qu'est le travail invisible. Mais étant donné qu'une grande part du travail invisible, c'est aussi la charge mentale, c'est pour ça que de cette idée-là est née d'avoir une conférence à deux voix sur le travail invisible et la charge mentale de chaque côté de l'océan, étant donné que la reconnaissance de ces deux éléments peuvent prendre des aspects assez différents, qu'on soit au Québec ou qu'on soit en France, qu'on soit aussi de l'autre côté du Canada. Donc c'est pour ça que nous nous sommes lancés aujourd'hui dans cette conférence-là. Euh, J'aimerais commencer aussi par présenter l'AFEAS, présenter qui nous sommes. Donc l'AFEAS, nous sommes un organisme qui existe depuis 1966 et qui promeut l'égalité entre les hommes et les femmes depuis sa création. Outre l'enjeu du travail invisible, on travaille énormément sur les questions de participation paritaire des femmes aux instances démocratiques et donc à la reconnaissance aussi du travail invisible sous toutes ses formes, que ce soit les femmes, les mères, les personnes proches aidantes. Donc, la FEAS a aussi une caractéristique, c'est que nous avons 5000 membres. Je sais que nous avons certaines de nos membres aujourd'hui parmi nous. Nous avons 5000 membres qui sont répartis partout au Québec, mais pas uniquement. Et donc voilà, nous sommes une organisation québécoise qui travaillons aussi désormais au niveau fédéral et travaillons avec des organismes un peu partout au Canada. Marie, je te laisse la parole si tu veux aussi présenter l'association. Merci Emma. Bienvenue à toutes et tous et merci d'être là si nombreuses. On est déjà plus de 40, il me semble. Moi je suis donc Marie, je suis présidente de l'association TPA. Je pense qu'il y a certaines personnes qui nous connaissent déjà dans l'assemblée. Donc pour vous présenter ce que nous on fait, on est une association féministe française de sensibilisation à la charge mentale principalement, et surtout aux inégalités de genre qui se manifestent autour de cette charge mentale. Au départ, Ta pensée A, c'est un compte Instagram. Je pense que d'ailleurs, les personnes qui nous connaissent d'abord par ce compte. Et ce compte est né d'un constat qui est que les femmes sont celles qui portent en majorité la charge mentale d'un foyer et la charge domestique aussi. Et bien que cette situation de manager du foyer leur pèse oui, leur pèse ou les mette en situation difficile de fatigue, de stress, etc. Elles en parlent fait finalement très très peu, y compris entre elles, souvent parce qu'elles pensent être isolées ou parce qu'elles ont peur des jugements. Donc notre but à nous, c'était vraiment, et c'est toujours aujourd'hui, de donner un espace aux femmes pour exprimer leur charge mentale, exprimer leurs ressentis sans jugement. Et aussi, nous, en accumulant les témoignages de ces femmes, justement, montrer que la charge mentale, déjà, a énormément de facettes, se manifeste de manière très, très variée dans le quotidien, et que cette charge mentale et sa répartition sont bien des questions systémiques et pas simplement des questions d'un manque d'organisation individuelle ou d'un manque de communication, etc. Et avant qu'on commence, on voulait vous demander dans le chat ce à quoi vous pensez si on vous dit spontanément travail invisible. Pour vous, c'est quoi? Le travail invisible, de manière générale, comme ce mois-ci, le mois d'avril, nous, sur Ta Pensée, on a pas mal parlé de travail invisible, justement, et je pense que la FEAS, vous en avez aussi pas mal parlé, vu que cette année, c'était les 25 ans de la création de la journée. Donc voilà, on pensait vous faire un petit sondage. Alors, on a
JF qui nous dit tâches ménagères et danse, etc. On a Malo qui nous dit s'occuper des enfants. Sabine qui nous dit les tâches administratives, prise de rendez-vous médicaux. Ouais, tout à fait. Il y a les tâches ménagères qui reviennent encore avec le blond, ça revient pas Exactement. mal. Penser à tous les rendez-vous. Travail Aïssa qui nous dit le domestique. travail domestique encore. Ouais, c'est des sujets qui reviennent pas mal. Ah, Lise qui nous dit le on a travail non rémunéré. Ouais, la mention du bénévolat qui est intéressante aussi. ouais, tout à fait. Le bénévolat, tout planifié, nous dit Sléco. Anne qui nous dit anticiper, organiser. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai posé la question à la communauté T'as pensé à hier en story et on a eu pas mal d'exemples qui me semblaient intéressants à vous donner aussi. On avait la question des tâches qui est revenue effectivement avec une personne qui nous disait c'est notamment les petites tâches entre guillemets de rien du tout, changer les draps, ranger avant que la femme de ménage vienne, vider le lave-vaisselle, etc. Euh, Ce qu'on fait de façon répétitive sans se poser de questions, qui nous fait pas forcément plaisir. Une personne qui nous disait que je trouvais ça très illustratif, être un post-it ambulant. Et des personnes aussi qui nous ont parlé du travail dans le cadre de leur travail rémunéré, ce que c'était pour elles que le travail invisible, en disant par exemple sur la droite, là, les deux réponses qu'on avait eues, le réapprovisionnement des ressources type savon, sopalin, etc. au travail, et aussi acheter de quoi faire la pause, les cafés, les gâteaux, l'hygiène, gérer l'imprimante, etc. Donc en fait, toutes ces tâches finalement, même dans le cadre du travail rémunéré, sont pas forcément sur la fiche de poste, mais voilà, contribuent à la bonne marche, on va dire, de l'entreprise. Et oui, Aïssa, les pots de départ aussi, je pense que ça en fait partie et ça fait aussi partie de la charge mentale. On pourra en rediscuter après, mais ouais, c'est au cœur du sujet, je pense. Alors, aujourd'hui au programme, le travail invisible et la charge mentale, c'est quoi? On va commencer par définir, poser un petit peu les bases. On va vous donner quelques chiffres clés. On va aussi parler des impacts et conséquences du travail invisible et de la charge mentale et surtout de la manière dont ils sont partagés dans la société. Les conséquences sur les femmes, les conséquences sur les hommes et les conséquences sur la société dans son ensemble. On va en fil rouge tout au long de cette conférence, c'est justement ce qui nous tenait à cœur, c'est de faire des regards croisés entre le Québec et la France pour comparer un petit peu les perspectives de nos deux pays. Et puis enfin, on essaiera de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui serait, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à différentes échelles pour améliorer les choses et réduire ou limiter en tout cas les inégalités qui sont autour de ces questions de travail invisible et de charge mentale. Et donc, dans une heure, ce qu'on vous propose, c'est que vous saurez identifier la charge mentale et ses manifestations. De manière plus générale, vous aurez une idée plus précise de ce que c'est que le travail invisible et pourquoi c'est très important justement de le sortir, de le tirer hors de cette invisibilité. Vous aurez évalué aussi ses conséquences sur votre quotidien et sur la société dans son ensemble. Et vous aurez des idées concrètes pour mieux la répartir la charge mentale et répartir le travail invisible aussi. Emma, je te laisse commencer par parler un peu de Oui. travail invisible. Donc, tout le monde nous a un peu donné aussi des premières indications de ce qu'était le travail invisible. Mais je vais vous donner une première définition qui est la définition que nous aimons utiliser à la FEAS. C'est une définition assez globale. Donc, pour nous, on entend par travail invisible le travail non rémunéré qui, en fait, désigne l'ensemble des activités qui sont essentielles véritablement à la construction de notre société et au bien-être de la société. Donc, dans ces activités essentielles, on va entendre le soin aux enfants, l'approche aidance, le bénévolat, les stages obligatoires non rémunérés. Et toutes ces activités-là ne sont jamais malheureusement comptabilisées dans l'économie formelle ni reconnues à leur juste valeur. Et c'est justement cet élément-là qui les rend invisibles. Donc en fait, vous allez voir souvent deux termes. Vous allez voir le terme de travail non rémunéré qui est souvent utilisé dans les instances internationales, les gros organismes internationaux. Mais le terme d'invisible est, je trouve, plus intéressant. Et c'est un terme qui a été développé déjà dans les années 80 aux États-Unis par une chercheuse qui s'appelait Arlene Kaplan-Daniels. Et au Québec, c'est notamment la FEAS qui a permis de visibiliser ce terme et de diffuser l'utilisation du terme invisible. Mais il y a un élément en fait de ce travail invisible qui est vraiment très important
c'est qu'il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas un seul travail invisible. Il y a des travails invisibles, puisqu'il n'y a pas une seule expérience universelle du travail invisible. Et en fait, il va prendre des formes complètement multiples. Donc, il va y avoir aussi le travail invisible spécifique aux femmes autochtones, aux agricultrices, aux personnes handicapées, aux femmes migrantes, etc. Donc ça, c'est un premier élément qui est vraiment très important à comprendre pour pouvoir comprendre le, la, l'étendue du travail invisible. Et ensuite, à ça, il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu intergénérationnel qui peut s'ajouter, puisque malheureusement, le travail invisible ne commence pas et ne s'arrête pas à un seul moment de la vie. C'est pas comme si soudainement, à 18 ans, on avait du travail invisible qui apparaissait et mettons, une fois qu'on quitte le milieu du travail, ce travail-là disparaît lui aussi. En fait, le travail invisible, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher. Donc, on a mentionné notamment les stages obligatoires non rémunérés, donc ils vont toucher des jeunes filles. Mais la proche aidance, par exemple, va pouvoir toucher des jeunes personnes qui vont s'occuper de leurs frères et sœurs malades, mais aussi des personnes beaucoup plus âgées qui vont s'occuper d'un conjoint ou d'une conjointe. Donc, on a réellement, en fait, cette idée que les formes du travail invisible et les formes que ce travail invisible va prendre vont évoluer tout au long de la vie. Mais la particularité commune, c'est que l'invisibilité demeure, quelle que soit la forme que ce travail va prendre. Sauf que cette invisibilité-là qui va demeurer va avoir des conséquences qui sont très concrètes, qui va notamment être liée à une précarité économique pour les femmes, à un épuisement psychologique que l'on trouve aussi très présent dans la charge mentale, donc cet épuisement psychologique. Et lié toujours à la précarité économique, on va avoir donc un accès limité à une retraite ou à une pension décente, puisque bien que les femmes aient travaillé toute leur vie, ce travail-là n'étant pas reconnu dans l'économie formelle, cela se répercute forcément au moment de la retraite et des pensions. Donc en fait, une reconnaissance du travail invisible, c'est aussi dire ça, que c'est aussi permettre aux femmes de sortir de cette potentielle précarité économique. Et le dernier élément que je voudrais vous transmettre avant que l'on passe à une définition de la charge mentale, c'est souligner aussi que le travail invisible soutient activement l'économie que l'on pourrait dire productive. Donc sans gardiennage, sans soins aux aînés, sans tâches ménagères prises en charge, sans stage non rémunéré, on a une grande partie du travail rémunéré qui en fait ne pourrait simplement pas avoir lieu et qui n'existerait pas, ou en tout cas qui ne pourrait pas être aussi productif pour la société qu'il l'est actuellement. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de comprendre que le travail invisible est une condition de la possibilité du travail salarié. Mais cette condition-là nuit aux personnes qui exercent ce travail invisible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ça que nous allons développer tout au long de la conférence. C'est comprendre ces formes-là, les effets que ça a directement sur les femmes, aussi sur les hommes, et être capable de voir ce qui peut être mis en place par différents acteurs pour pouvoir le soulager et le reconnaître. Marie, je te laisse poursuivre avec la charge mentale. Oui, eh ben merci déjà pour ces définitions qui posent pas mal de points importants. Je pense qu'on va, voilà, vous allez retrouver pas mal de ces idées dans la charge mentale qui en fait est un cas particulier finalement assez spécifique du travail invisible. Pour revenir un peu aux origines du concept, bah, comme la conceptualisation de l'idée de travail invisible dans les années 80, ça date à peu près de la même période par la sociologue Monique Eco qui commence à parler de charge mentale. Notamment dans bah, cet ouvrage dont je vous ai mis l'entête, la gestion ordinaire de la vie en deux, où elle parle, elle, de la place spécifique des femmes en emploi, qui, en plus de leurs responsabilités professionnelles, assument bien souvent la responsabilité de la gestion du foyer, des tâches domestiques, des soins aux enfants, aux personnes âgées éventuellement, etc. Et elle parle à ce titre de double journée des femmes en activité, donc la journée de travail rémunérée, donc à une époque où voilà, le travail des femmes, le travail rémunéré des femmes, c'est pas mal généralisé. Et deuxième journée, la journée de travail domestique et de soins. Donc la charge mentale, nous, telle qu'on l'a définie à ta pensée A, c'est une gestion cognitive permanente des tâches
notamment des tâches domestiques et familiales, qui pèsent majoritairement sur les femmes. C'est la nécessité de penser à tout, tout le temps, pour soi, mais aussi pour les autres, pour sa famille, pour son entourage plus ou moins proche, éventuellement pour ses collègues aussi, pour ses parents, etc., etc. Et ce que j'ai bien aimé dans ta définition, Emma, c'est que tu soulignais que le travail invisible est essentiel justement au bien-être social. Et dans la charge mentale, c'est tout à fait ça, en fait. Le fait, toute cette anticipation, cette planification de la vie quotidienne d'un foyer ou d'une famille, c'est essentiel à son bien-être, dans la mesure où c'est en fait essentiel à ce que tous les événements quotidiens, le quotidien se déroule finalement sans accroc. C'est dans cette mesure-là que c'est une tâche donc cognitive qui n'est pas visible, du coup, qui n'est pas manifestée par des tâches, par du temps passé, mais plutôt par un flux de pensée qui pourtant est essentiel parce que si ce flux de pensée n'est pas là, s'il n'y a pas anticipation, s'il n'y a pas planification, les choses ne se font pas tout simplement parce que c'est souvent difficile de faire des tâches au dernier moment si on n'a pas anticipé d'aller acheter ce qu'il fallait pour les faire, si on n'a pas anticipé ce qu'on allait, par exemple, ce qu'on allait manger ce soir, etc., etc. Et je voulais vous illustrer ça, illustrer le poids du travail invisible avec un graphe des données de l'INSEE, donc de l'Institut national de la statistique en France, euh, qui a assez précisément évalué l'emploi du temps des Français et des Françaises. Donc, en premier lieu, je voulais vous montrer voilà, le temps de travail rémunéré qui est passé par les Français et les Françaises pour illustrer justement ce concept de double journée. Les Français travaillent en moyenne 3h54 par jour de manière rémunérée ou pour leurs études. C'est une moyenne dans toute la population de 15 ans et plus. Les Françaises, elles, consacrent 3h12 environ par jour à leur travail rémunéré. Mais en moyenne, si on s'intéresse au temps cumulé des activités professionnelles et des activités domestiques, dont je vous ai mis même le détail, les Françaises consacrent chaque jour 6h43, plus de 6h30 à leurs activités professionnelles et domestiques cumulées, quand les Français, eux, y consacrent un peu plus de 6 heures, un peu plus de 6h30, 6h36 pour être précise. Et de manière similaire, au Québec, les données de Statistique Canada nous montrent que, avec tout le travail invisible effectué, les femmes et les hommes passent à peu près un temps de travail assez similaire, en fait, finalement, comme en France, hein, à travailler chaque jour. Le problème, un de ces travails est rémunéré et l'autre ne l'est pas. Et en plus de ne pas être rémunéré, il n'est même pas valorisé dans le sens où il n'est même pas visible, on n'en parle pas, il reste fait entre quatre murs d'une maison, donc il est en fait finalement euh, non valorisé à plus d'un titre. Et en fait, cette illustration-là de la double journée, ça me semble intéressant dans la mesure où c'est là que la notion de charge intervient, de la notion de charge mentale intervient dans la mesure où ces deux journées de travail, elles sont pas finalement indépendantes l'une de l'autre. Donc là, sur les graphiques, c'est très bien cloisonné, mais en fait, de même que ça nous arrive très souvent à toutes et tous de penser au travail quand on est à la maison, l'inverse est aussi vrai. Par exemple, on peut très bien avoir une tâche pas terminée au travail, des échéances qui nous stressent et dont on y pense quand on est chez soi, des relations avec les collègues, etc. De la même manière, on n'arrête pas de penser à la gestion du foyer quand on franchit la porte de son lieu de travail. Ça n'est pas forcément un problème en soi, puisque ça nous arrive bien sûr à toutes et tous, hein, hommes comme femmes. Mais le problème, c'est quand ce travail de gestion du foyer, il repose finalement sur les épaules d'une seule personne, ou en tout cas très majoritairement d'une seule personne, ou d'un seul groupe de personnes dans la société. Et ce groupe, là en l'occurrence les femmes, qui devient en fait systématiquement pénalisé par ce rôle de gestionnaire du foyer. Donc on en reparlera un petit peu plus tard, mais ça va rejoindre ce que disait Emma sur les conséquences économiques, psychologiques, etc. du travail invisible. Et donc, en fait, c'est là que ça devient, que ce travail invisible et que cette charge mentale devient finalement une charge. Donc, c'est pour ça qu'on parle de charge et pas juste de travail mental. Et c'est d'autant plus une charge qu'elle n'est pas reconnue ni rémunérée.
Je vais vous donner quelques petits exemples. Donc, bon, pour résumer, hein, la charge mentale, c'est pas qui fait quoi dans un foyer, c'est plutôt qui pense à quoi, qui anticipe, qui planifie, qui supervise, qui se rappelle. Et pour illustrer ça, je voulais vous donner quelques petits exemples du quotidien qui sont des vrais exemples qu'on a reçus sur nous sur Ta Pensée A. Une première personne qui nous dit: Ma charge mentale, c'est quand mon mec me dit qu'il n'a pas fait tourner la machine, car il ne savait pas si mes affaires étaient à laver, alors qu'elles sont dans le panier de linge sale. Je lui dis de la faire tourner le lendemain, il a oublié de le faire, car, je cite, fallait m'envoyer un message pour me le rappeler. Deuxième témoignage, donc là on est en plein dans la charge mentale. Deuxième témoignage, pour moi la charge mentale, c'est au fond du lit avec de la fièvre et une bronchite carabinée, de penser que cet arrêt de travail, c'est l'occasion de me remettre à jour au niveau repassage. Et enfin, troisième témoignage, pour moi, la charge mentale, c'est quand un matin, il se décide à faire des pancakes, je me dis trop bien, mais il me demande pendant la préparation si on a encore du beurre, où est le lait, est-ce qu'on a du sucre vanillé. Donc ces trois témoignages, voilà, illustrent des facettes assez diverses de ce que c'est que la charge mentale. C'est d'un côté dire à tout le monde quoi faire, quand le faire, rappeler ce qu'il faut faire. C'est aussi être la seule à penser aux tâches, au point que même quand on est physiquement diminué, là par exemple cette témoignante était malade, c'est quand même elle qui y pense et qui se dit ah oui, il faudrait que je le fasse, parce que être malade au fond de mon lit, c'est pas suffisant, quoi. Et enfin, ne pas pouvoir lâcher prise, même quand l'autre partie, en l'occurrence le partenaire, décide de prendre une initiative sympa, de pas pouvoir voilà, se reposer sur d'autres personnes. Et du coup, on aimerait bien que vous nous disiez dans le chat ce que c'est pour vous la charge mentale. Et moi, j'aime bien en conférence, voilà, vous demander ce que c'est que pour. Est-ce que vous vous reconnaissez déjà dans un des trois témoignages qui ont été donnés précédemment? Si oui, dans lequel vous vous reconnaissez plus. Et puis, ce que c'est pour vous la charge mentale. Et puis, nous, moi, j'en sélectionnerai quelques-uns dans le chat et on les publiera dès demain de manière anonyme sur Ta Pensée A. Donc, si vous nous suivez, vous pourrez voir si votre témoignage est partagé. Et pendant que vous écrivez tout ça, Euh, on voulait vous parler des enjeux spécifiques et des chiffres clés sur le travail invisible et la charge mentale, Euh, puisque ce qui va être, en fait, on ne parle pas pour rien de travail invisible, hein, on a déjà développé assez largement pourquoi ce travail est invisible, non reconnu, etc. Et puis on a visibilisé aussi avec les graphes précédents le volume horaire que peut représenter par exemple le travail domestique. Mais c'est bien beau de visibiliser ça de manière individuelle, mais ce qu'on voudrait aussi vous montrer, c'est ce que ça peut représenter à l'échelle de la société. Donc je vois déjà que vous nous envoyez quelques témoignages. Super, on va lire tout ça au fur et à mesure. Et je voudrais savoir, à votre avis, quelle est la proportion des tâches domestiques qui sont effectuées par les femmes en France? Alors c'est quand même assez similaire dans pas mal d'autres pays, notamment européens. Est-ce qu'à votre avis, les femmes effectuent 49%, 64% ou 87% des tâches domestiques à l'échelle globale, toutes tâches confondues? Est-ce que vous avez une idée, ou même dans votre foyer, euh, est-ce que vous avez une idée? Sabine nous dit 87%. On a pas mal de gens qui nous disent 87%. Je vois Jean-François qui propose 64%. Ok. Et c'est 64%. Donc, vous aviez raison. Jean-François, 64% des tâches domestiques en France et 71% des tâches parentales sont effectuées par les femmes. Euh, donc, et ça, concrètement, pour la France, ça représente chaque jour 1h30 de plus environ. Les femmes en couple, en tout cas les femmes qui sont en couple avec un homme, font environ 1h30 de plus de travaux domestiques chaque jour. Euh, donc, cumulé sur le mois, ça commence à faire pas mal. Donc ça, c'est les tâches domestiques, donc c'est une partie du travail invisible. Alors pour le sujet qui nous intéresse à Ta Pensée, la charge mentale, c'est pas si simple à mesurer, parce que c'est pas, on peut pas la mesurer en termes de temps, effectivement. On parle là pas d'heures ou de minutes, mais on parle plutôt d'un flux constant de pensée. Donc une façon de la mesurer, par exemple, qui me semble assez intéressante,
c'est de regarder qui, dans le foyer, dans un foyer, une famille, s'occupe de telle ou telle tâche de A à Z. Donc, par exemple, quand on dit de A à Z, typiquement, c'est par exemple, si je dis je m'occupe de la lessive, ben, je vais m'occuper de trier le linge, de lancer le programme, de racheter de la lessive s'il fallait racheter de la lessive, de sécher, faire sécher, étendre, repasser et plier. Et ça, c'est une lessive complète, quoi. Donc, de A à Z, c'est ça. C'est pas juste lancer le programme et oublier de l'étendre après, par exemple. Et donc, bah, ça, par exemple, en France, donc ça, c'est une étude qui date de 2023. En France, 76% des femmes interrogées contre 45% des hommes déclaraient s'occuper d'une tâche de A à Z sur la majorité des tâches domestiques qu'elles faisaient. Donc, ça semble intéressant pour mesurer la charge mentale dans la mesure où il y a cette idée de A à Z, donc il y a quand même un suivi de la tâche à faire en plusieurs étapes et pas mal de choses à anticiper et à se rappeler. Voilà. Et à titre de comparaison, donc l'Italie semblait être le pays le plus inégalitaire à ce sujet-là dans cette étude, avec 78% des femmes qui déclaraient s'occuper de A à Z contre 36% des hommes. Et d'autres façons, une autre façon de mesurer la charge mentale, par exemple, c'est voilà, qui pense à. Donc, par exemple, il y avait cette étude qui a été parue sur France Info sur des résultats qui ont été communiqués par Doctolib, qui soulignaient que 85% des rendez-vous médicaux pris pour des enfants étaient réservés par des mères sur la plateforme Doctolib, donc la plateforme pour prendre des rendez-vous chez des médecins. Donc, ça rejoint pas mal ce que beaucoup d'entre vous ont dit sur le travail invisible. Il y a plusieurs personnes il me semble, qui ont dit penser à tous les rendez-vous, par exemple. Donc, on est tout à fait dans ce cadre-là. Et un chiffre aussi qui, moi, m'a semblé assez ahurissant. La première fois que je l'ai vu, c'était sur pas tant, enfin, en termes de charge mentale, mais plus particulièrement en termes de charge émotionnelle, on va dire, sur le bien-être de la famille, du foyer. À votre avis, quel est le pourcentage de femmes qui s'occupent des achats de cadeaux pour Noël? Enfin, parmi les personnes qui s'occupent de faire des achats de cadeaux pour leurs proches à Noël, quelle est la proportion de femmes? À votre avis, vous pouvez m'écrire ça dans le chat. On a Michel qui nous dit 95, on a Aïssa qui dit 68, on a du 90, du 75, du 95. On a déjà des gens qui savent parce que effectivement, vous avez raison, c'est bien 95%. Donc presque tous les cadeaux de Noël sont achetés par des femmes. Donc et puis acheter les cadeaux de Noël, c'est aussi trouver les idées, prévoir le budget, prévoir d'empacter, prévoir de mettre sous le sapin, etc., etc. Donc là aussi, pas mal de travail derrière le simple fait visible d'aller au magasin faire l'achat. Et un dernier chiffre que je voulais vous mentionner ici avant de laisser la parole à Emma sur d'autres enjeux, c'est que en fait, on pourrait se dire, comme on a vu dans le graphe d'avant, que les femmes travaillent moins de manière rémunérée que les hommes, que bah, du coup elles gagnent moins d'argent et donc à ce titre-là, c'est entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais entre guillemets normal qu'elles s'occupent davantage de tout ce qui est tâches ménagères, soins, etc. En fait, on se rend compte que cette répartition déséquilibrée des tâches domestiques et de la charge mentale, ben, en fait, elle est déséquilibrée quelle que soit la personne qui gagne le plus dans le foyer. Donc, dans un foyer hétérosexuel, que ce soit l'homme ou la femme qui gagne, qui est les plus hauts revenus, c'est quand même la femme qui effectue le plus d'heures hebdomadaires de tâches domestiques. Et en particulier, donc si vous voyez la deuxième partie de l'infographie ici sur les couples avec enfants à charge, l'écart se creuse de manière vraiment drastique quand il y a des enfants à charge dans le foyer. Donc voilà, on n'est pas sur un problème juste de mécanique, entre guillemets bah, c'est moi qui gagne le plus, donc c'est normal que j'en fasse un peu moins, c'est que toi t'en fasses un peu plus, etc. On est vraiment sur un phénomène voilà, qui repose sur davantage qu'une simple question économique. Emma, je te laisse poursuivre. Oui. Merci beaucoup. Je vois aussi des réactions par rapport à ce que tu viens de mentionner, notamment de la part de Sabine qui mentionne que c'est son cas puisqu'elle gagne 3 fois plus que son conjoint. Mais on va aussi revenir sur les revenus salariales annuels moyens, que ce soit en France et au Québec. Donc, si on prend le cas de la France, les femmes gagnent en moyenne 21 340 € par an
Les hommes vont gagner 27 430 euros en moyenne par an. Et au Québec, comme vous pouvez le voir, les femmes vont gagner en moyenne 40 400 dollars canadiens et les hommes 48 800 dollars. Donc on va avoir comme tout le monde le sait, j'imagine, il y a un écart salarial entre les hommes et les femmes au niveau des deux pays. Et en fait, cet écart peut aussi s'expliquer notamment par la plus faible participation des femmes au marché du travail et du travail rémunéré, qui est bien important à préciser. Puisqu'en fait, comme on l'a vu, comme Marie vient de l'expliquer précédemment, ça veut pas dire, en fait, cet écart salarial ne veut pas dire que les femmes travaillent moins que les hommes. C'est simplement qu'en fait, les femmes travaillent moins de façon rémunérée. Et la seule chose qui est reconnue dans l'économie formelle, c'est donc ce travail, cette production rémunérée. Donc, ça rejoint aussi d'une certaine façon ce qu'on mentionnait au tout début sur la précarité économique des femmes qui est liée à la charge mentale et au travail invisible, puisqu'il y a aussi toutes ces heures qui sont passées sur un travail non rémunéré ne peuvent pas être passées sur un travail qui, elles, leur permettrait d'avoir une indépendance financière et d'avoir une stabilité économique beaucoup plus pleine et totale. Avant de continuer, je vais copier l'idée de Marie et vous poser une petite question moi aussi. J'aimerais savoir si vous avez une idée de quelle part le travail invisible représente dans le PIB mondial, donc dans le produit intérieur brut, que ça soit au Québec, en France, au monde. Vous pouvez me dire le chiffre que vous voulez. Je vous laisse un peu de temps pour dire, à votre avis, si on devait l'inclure dans le PIB, qu'est-ce que ça représenterait dans le PIB, que ça soit au Québec, en France? Je vois un 40%, 50%, 60, 50, 30. Eh bien, vous n'êtes pas très loin du résultat concret, puisque donc Statistique Canada avait fait une première enquête en 2019 qui estimait que si on devait inclure le travail invisible et en tenant en compte uniquement les tâches ménagères et la gestion du foyer, dans le PIB canadien, on serait entre 25,5% et 37,3% du PIB canadien. En France, si on prend simplement valorisé au SMIC, donc le salaire moyen, le salaire minimum, pardon, super brut, le travail invisible se placerait entre 22 et 42% du PIB français, selon la définition. Et si on prend avec un taux de salaire spécialisé super brut, on monte carrément à 70% du PIB français. Et après, au niveau mondial, évidemment, les chiffres varient de pays en pays, mais on se situe entre 10% et 39% du PIB mondial, ce qui est évidemment gigantesque puisque ça voudrait dire que le travail invisible contribuerait davantage que les secteurs de la fabrication, du commerce ou du transport. Ce qui, pour beaucoup, je pense, est souvent très difficile à imaginer et à concevoir, mais ça montre vraiment, puisque dans ce travail invisible, on va aussi prendre en compte, notamment au niveau mondial, toute l'économie de la proche-aidance et l'économie du soin, qui est malheureusement souvent une économie qui est complètement ignorée, qui est une économie qui reste non rémunérée dans beaucoup de pays. Donc en fait, ces chiffres qui sont assez représentatifs nous obligent à reconnaître une certaine réalité, qui est que l'économie en fait repose en très très grande partie sur le travail invisible qui est essentiellement réalisé par les femmes, pas uniquement mais principalement. Et pourtant, cette réalité-là, elle reste exclue de tous les indicateurs économiques classiques. Cette invisibilisation-là, elle permet aussi de maintenir des millions de femmes à travers le monde dans une précarité qui est structurelle, qui freine aussi leur accès à une autonomie économique pleine et en fait qui va aussi continuer de perpétuer certaines inégalités et certaines idées qui perpétuent la discrimination de genre. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est quelque chose de très important d'être capable de mettre des chiffres et d'être capable de visualiser la part de ce travail invisible-là. D'ailleurs, je pense qu'on va passer juste à la suite aussi. Donc là, je vous mets aussi au niveau des revenus salariales moyens et du travail invisible. Donc ça, on a au Québec et en France.
Donc, si le travail invisible était rémunéré au SMIC, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, évidemment, diminuerait grandement. Donc, c'est pour ça que donc vous avez vu plutôt les écarts, vous les avez en dessous, de revenus salarial annuel moyen entre les femmes et les hommes. Mais, et comme vous pouvez voir, si on rajoutait donc c'est le travail invisible rémunéré, à quel point ça permettrait d'élever économiquement les femmes, que ça soit en France, au Québec, mais partout dans le monde. Donc c'est pour ça que un des enjeux principaux, comme nous l'avons mentionné nombreuses fois avec Marie, c'est justement cette idée de sortir de cette précarité-là et de cette invisibilité-là. Marie, je te laisse prendre la suite. Ouais, merci. Et effectivement, cette question de la visibilisation, justement, elle est essentielle pour qu'on réalise, même collectivement, en fait, à quel point ce travail invisible est important et même vital pour nos économies et pour nos sociétés, en général, puisque si ce travail invisible si il y a un slogan féministe d'ailleurs qui, je trouve à assez juste titre, clame si on s'arrête, le monde s'arrête. Effectivement, si le travail invisible n'est pas effectué, tout ce qui se perd en termes de soutien gratuit aux personnes qui travaillent, aux personnes en situation de maladie, de handicap, etc. C'est quand même un énorme coût porté au bien-être social. Donc, c'est effectivement hyper important. Et au-delà des conséquences, des impacts économiques ici en termes notamment d'indépendance économique des femmes et des hommes, il y a aussi de nombreuses autres conséquences sur des sphères très variées de nos vies. Donc par exemple, je vous en ai mis quelques-unes ici, c'est pas du tout exhaustif, mais il y a par exemple une étude européenne de 2020 qui révèle que le travail, qu'il soit rémunéré ou pas, visible ou pas, c'est un des principaux facteurs déterminants dans les inégalités en termes de santé entre les femmes et les hommes. Et cette étude souligne en particulier que la charge supplémentaire liée que représentent les travaux domestiques et les travaux de soins, elle représente, voilà, comme elle représente autant un volume horaire important qu'un travail mental constant et énergivore, en fait, c'est un des facteurs qui sont déterminants dans ces inégalités de santé entre femmes et hommes. Et une autre étude intéressante aussi en termes de santé, c'est une étude de 2007 qui s'était particulièrement intéressée aux veufs et veuves, et notamment à leur bien-être et à leur santé après le décès de leur conjoint ou conjointe. Et cette étude-là mettait en évidence, ces chercheurs et chercheuses mettaient en évidence que les veufs ont davantage de chances de décéder eux-mêmes dans la première année de leur veuvage comparé aux autres personnes du même âge. Et les chercheurs et chercheuses qui ont écrit ce papier soulignaient en particulier le rôle important de la perte de soutien social que représentait pour un homme la perte de sa conjointe et la perte de soutien social et domestique et en termes de proches aidants aussi. Euh, c'est pas. Alors moi j'ai trouvé ça assez illustratif, mais je dois avouer que ça m'a pas vraiment surprise parce que sur Ta Pensée A, c'est très courant qu'on reçoive des messages notamment de médecins qui nous disent, par exemple, pour la charge mentale, je la réalise quand je vois qu'un patient qui vient consulter et qui doit appeler sa femme ou sa mère en plein rendez-vous pour lui demander c'est quoi le traitement qu'il prend depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, donc, en fait, on en revient à ce fait. Et le problème, c'est pas tant le travail invisible en soi, c'est surtout qu'il soit si inégalement réparti et qu'il repose autant sur les épaules de mêmes personnes. Et c'est d'ailleurs souvent ça qui conduit de nombreuses personnes, et notamment des femmes, à nourrir du ressentiment vis-à-vis de leur conjoint ou de leur entourage. Une étude, celle qui est tout en haut, du coup, sur des données suédoises, montre d'ailleurs que lorsque les tâches domestiques sont inégalement réparties dans un couple, les femmes envisagent davantage une séparation, et ce d'autant plus que le conjoint n'a pas conscience ou nie cette répartition inégale. Et, euh, et les conséquences, enfin, ce sont en termes de santé mentale, on va dire, de stress, de fatigue, d'anxiété. Par exemple, au Québec, il y a environ 16% des Québécoises qui disent ressentir régulièrement une forte pression liée au manque de temps, contre 11% des Québécois. Et là, le travail invisible et la charge mentale sont très, très certainement un gros facteur derrière cette différence marquée de pression liée au manque de temps. Et
Et les conséquences, elles sont pas seulement sur les femmes, parce que là, on insiste depuis tout à l'heure sur les conséquences du travail invisible qui repose sur les femmes, de la charge mentale qui repose sur les femmes. Euh, il y a des conséquences sur la société tout entière et sur les hommes aussi, finalement. Euh, on a dit tout à l'heure avec la santé déjà, donc alors ça rejoint le témoignage que je vous ai mis ici en rose d'un professionnel de santé qui disait justement voilà quand mes patients ne connaissent ni leur traitement habituel ni leur mutuelle car c'est leur mère ou leur femme qui gère tout ça qui est quand même assez pas mal important pour eux. Euh, on a aussi d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Il y a par exemple 42% des hommes français qui disent se disputer régulièrement avec leur conjointe ou conjoint à propos des tâches domestiques. Donc, impacte évidemment le stress, l'anxiété, la qualité de la relation aussi. Et puis, au-delà de ça, il y a tout simplement l'impact des stéréotypes de genre, comme en témoignent les deux, le témoignage en orange et le commentaire que je vous ai mis, qui sont des commentaires qu'on a reçus sur Ta Pensée A aussi. Donc par exemple, le premier, celui du haut, une femme qui nous racontait que à l'école, elles avaient mis il et elles avaient mis le mari, donc son mari comme contact privilégié en cas de problème, en cas de maladie, etc. Parce qu'il travaillait plus près. Mais l'école, la secrétaire d'éducation l'appelait toujours elle systématiquement en cas de souci. Et même son mari, quand il amenait ses enfants à l'école, était un peu mis de côté en disant, avec les instituteurs ou institutrices qui disaient, vous direz à la maman d'acheter un manteau plus chaud, que demain il faudrait prendre ça dans le cartable, etc. Et voilà, donc il se sentait un peu mis de côté dans son application parentale. Et puis le dernier, c'était un témoignage qu'on a reçu il y a quelques semaines à peine d'un étudiant qui dit qu'il avait du mal à trouver des colocations parce qu'on lui répond, désolé, on préfère prendre une femme parce que les mecs, ça fait jamais le ménage. Alors, statistiquement, à l'échelle globale, c'est vrai. Donc, ces personnes ont quelque part raison, mais c'est quand même préjudiciable. Voilà. En l'occurrence, à cet étudiant-là, ça lui était très préjudiciable niveau budget. Et est-ce que vous pourriez nous dire dans le chat, pour vous, c'est quoi la principale conséquence de la charge mentale ou plus généralement du travail invisible sur votre quotidien? Est-ce que, alors d'après ce qu'on a donné, est-ce que c'est en termes de stress, de fatigue? Est-ce que c'est en termes de relations? Est-ce que c'est en termes économiques, de bien-être, etc. Je vous laisse nous dire tout ça. Et je te laisse, Emma, nous dire nous parler des liens entre travail Oui, invisible et monde professionnel. merci beaucoup Marie. C'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup parlé de l'impact du travail invisible et de la charge mentale au sein de la famille, au sein du cercle privé, lié à l'entretien de la maison, aux soins de la famille. Mais ouais, je pense que c'est aussi important de dire que le travail invisible et la charge mentale, c'est pas uniquement une question de famille, une affaire de privé, mais ça a aussi un réel impact sur la vie professionnelle et il y a un rôle à jouer pour les employeurs dans tout ça. On va toujours avoir cette tendance à penser que la charge mentale, que le travail invisible, c'est une question de gestion personnelle. C'est une question d'être capable de plus ou moins bien gérer son temps, de faire des choses qui n'ont lieu qu'en famille et donc ce qui se passe dans le foyer est censé rester dans le foyer. Pourtant, en fait, ces deux enjeux-là sont des enjeux qui sont profondément politiques et qui ont tout à fait leur place sur le débat public et qui ont d'ailleurs des conséquences au niveau public et notamment sur les trajectoires professionnelles des femmes. C'est pour ça que c'est très important aussi d'être capable de sortir ce débat-là de la sphère publique, de la sphère privée, pardon. Et aussi, c'est souligner que en fait, la charge mentale et le travail invisible, ce n'est pas un choix personnel. On ne s'est pas réveillé un matin en se disant, tiens, je meurs d'envie de m'occuper de toutes les tâches et de toute la gestion de mon foyer si je consacrais moins de temps à gagner de l'argent pour faire ça à la place. En fait, c'est plutôt en fait l'idée d'une organisation sociale et professionnelle qui repose encore une fois sur le travail invisible de la femme. Donc en fait, c'est parce que toute notre société repose sur ça et qu'on estime que pour correctement fonctionner, c'est normal qu'une personne puisse prendre à sa charge cette charge et ce travail non rémunéré. Donc pour sortir en fait le travail invisible de la charge privée, il est aussi important de poser la question de la responsabilité des milieux professionnels.
et quel est le rôle et quelle est la place des milieux professionnels, des employeurs dans ces discussions-là. Et en fait, on se rend très rapidement compte que les employeurs ont tout à fait un rôle à jouer, parce qu'il y a une possibilité d'offrir des aménagements qui seraient essentiels pour permettre aussi aux femmes d'entrer davantage et de réentrer sur le marché du travail. Donc, on peut proposer notamment plus de flexibilité, valoriser des congés parentaux pour tous, revoir les critères de performance, mettre en place des politiques réelles de conciliation vie privée, vie professionnelle. Donc, ce sont énormément d'enjeux qui pourraient, en fait, de discussions qui méritent d'être amorcées avec le secteur privé, mais aussi avec le secteur public, sur quels sont ces aménagements que l'on pourrait mettre en place. Parce qu'évidemment, une des questions qui peut se poser, c'est quel est l'intérêt? L'intérêt, il est assez simple, c'est que ça permettrait aux femmes de trouver un équilibre, de rentrer ou de re-rentrer sur le marché du travail beaucoup plus sereinement et beaucoup plus facilement. Et en fait, c'est un intérêt à la fois pour les femmes et pour les hommes. Et pour vous donner quelques exemples de ce que ça peut aussi... donc il y a effectivement ces déséquilibres voilà, qui s'installent en termes de travail rémunéré, travail gratuit pour les femmes. Mais du coup, je voulais vous donner deux témoignages qu'on a reçus il n'y a pas très longtemps sur Tapensea, qui illustrent en fait très bien le lien sur comment en fait finalement les frontières entre travail entre monde pro, on va dire du travail rémunéré, et monde perso, travail invisible, travail gratuit. Euh, le travail invisible, c'est aussi au travail finalement. On avait cette personne qui nous disait, pour moi, la charge mentale au travail, c'est les collègues masculins qui me demandent systématiquement où est la réunion, à quelle heure, alors que je suis même pas concernée. Ou encore, pour moi, la charge mentale, c'est quand mes collègues, tous hommes, me disent qu'il n'y a plus de café dans le but que j'en commande, alors que je suis la seule à ne pas en boire. Et donc, on a, voilà, d'un côté, une femme qui nous disait qu'elle se sentait comme un agenda à devoir tout le temps rappeler à ses collègues les détails pratiques de la réunion. Et de l'autre, une autre qui était responsable par défaut du bien-être collectif, qui devait, voilà, aussi, elle racontait dans son témoignage que c'était elle qui organisait qui réservait des restaurants pour des after-work ou des choses comme ça. Donc elle était un peu, elle servait aussi à huiler le rouage social de son équipe. Et parce qu'elle était une des seules femmes de l'équipe. Et, et ça, bah, en fait, moi je trouve que c'est un travail qu'on fait beaucoup avec Ta Pensée à d'essayer de sensibiliser justement au-delà du cadre du foyer, aussi chez les employeurs, aussi dans les universités, notamment les universités qui forment des futurs décideurs ou des futurs DRH ou managers pour justement qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse sur le fait que on ne peut pas traiter le travail invisible comme un travail personnel privé mais qu'il faut aussi le traiter dans une perspective plus globale avec ses interactions avec le monde professionnel parce que ça a des impacts énormes sur le monde professionnel dans son ensemble et sur l'économie au-delà d'avoir des impacts individuels sur les femmes elles-mêmes. Euh, alors du coup, ça nous amène à la question, la dernière partie de cette conférence, que faire? Quelles solutions pour mieux reconnaître et partager ce travail, puisque donc la, euh, amener voilà, amener le problème auprès des employés, faire de la sensibilisation comme ça, bon, c'est pas là, c'est le travail de sensibilisation justement qui reste à faire. Il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire à plein d'échelles, donc on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Et notamment voilà, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, pour amener la question du travail invisible au-delà de la question purement d'ordre privé. C'est une question politique et qui donc, comme on l'a vu, amène des enjeux multiples à tous les niveaux, individuels ou collectifs. Euh, la bonne nouvelle, c'est que il y a quand même des prises de conscience qui se font, notamment auprès des jeunes générations. Donc là, le graphe que je vous montre là, c'est une enquête qui a été réalisée par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes après le premier confinement, euh, qui montrait, donc c'est des filles et des garçons qui ont été interrogés sur leur expérience du confinement, et cette étude-là montrait en particulier que garçons comme filles perçoivent la répartition genrée des tâches, donc notamment chez leurs parents par exemple.
pendant les périodes de confinement et perçoivent aussi la charge mentale plus importante des femmes. Cependant, les garçons sont quand même moins nombreux à trouver cette répartition inéquitable, même si la naturalisation des tâches domestiques comme une tâche de fille ou de femme semble quand même de plus en plus remise en question. Voilà, donc il y a par exemple une grande partie des filles qui ressent le poids de l'éducation stéréotypée justement et qui l'accusent de générer à leur rencontre des attentes plus élevées que leurs frères, par exemple, en termes de travail domestique. Et plus de la moitié des garçons me semblent aussi conscientes de ça d'après cette enquête. Euh, il y a quand même un discours encore un peu ambigu, notamment sur le partage du congé parental et sur les modes de garde. Les filles et les garçons interrogés dans ce même rapport affirmaient respectivement à 78 et 77% que les femmes devraient continuer à travailler en partageant les soins de leur enfant avec l'autre membre, avec le coparent. Euh, Aussi, un nombre important de garçons, de jeunes garçons, se disaient prêts à s'arrêter de travailler pour s'occuper d'un enfant, en partageant avec la mère le congé parental. Cependant, il y a quand même une ambiguïté avec une part non négligeable de garçons qui refusent cette option en citant des raisons comme, par exemple, les bébés sont quand même mieux avec leur mère ou c'est à l'homme de faire bouillir la marmite. Je cite les réponses données là par les répondants. Ou encore parce que si je gagne plus, c'est pas à moi de m'arrêter parce qu'on ne pourra pas se le permettre. Euh, donc, ce sont des arguments, bon, notamment le dernier argument économique est tout à fait, je pense, recevable, mais ça illustre bien à quel point les déséquilibres dans le travail non rémunéré sont justement, bah, entraînent un cercle vicieux finalement dans les inégalités de genre. Merci Marie. Je trouve qu'aussi ce que tu viens de nous montrer, ça illustre assez bien l'importance de la sensibilisation et le travail de fond qu'il y a à faire pour rendre compte de ce qu'est la charge mentale, de ce qu'est le travail invisible, des formes qu'ils peuvent prendre. Et au Québec, on a ce chiffre enfin, Québec et au Canada, en fait, on a aussi cette importance-là. Je pense que la pandémie et le Covid, les différents confinements ont vraiment remis à la table les débats sur la charge mentale, sur le travail invisible qui ont été réalisés par les femmes. Mais j'aimerais juste revenir sur ces chiffres qui sont assez intéressants et qui soulignent, je pense, l'importance de la sensibilisation. C'est qu'au Canada, 64% des pères trouvent que les domestiques sont partagées de façon équitable, alors que seulement 46% des mères trouvent que c'est le cas. Donc on voit vraiment qu'il y a une dichotomie entre les réalités de chacun et la vision que chacun a de cette répartition des tâches. Et je trouve que ça illustre aussi assez bien l'importance d'avoir cette discussion-là. Et de ces discussions-là, qui sont des discussions qu'on ne doit pas avoir uniquement entre femmes, mais qui sont importantes d'avoir en tant que société. Et que ce sont des sujets qui touchent la société totale. Donc, puisqu'on a véritablement un décalage de perception entre les femmes, entre les hommes, et donc on a une sensibilisation qui est urgente et qui est nécessaire. Et c'est aussi se dire que c'est pas une question de mieux répartir les tâches. C'est pas simplement ça le but final. C'est aussi être capable de comprendre l'impact que ces tâches et que cette charge mentale, que ce travail invisible vont avoir sur notre santé mentale, sur nos trajectoires professionnelles, sur l'équilibre des vies entre les femmes, entre les hommes. Et que c'est aussi un moment d'aborder et de questionner nos normes sociales, nos attentes genrées et la définition que nous avons en tant que société, en tant que société québécoise, en tant que société française, de concevoir ce qu'est le travail. J'aimerais simplement revenir très très rapidement sur la question de la sensibilisation parce que c'est quelque chose qu'on fait énormément à la FEAS et qu'on fait notamment. J'en profite pour parler de notre dernier projet puisqu'on a monté une coalition nationale pour l'équité du travail invisible au Canada et qui justement a pour but de chercher à sensibiliser plusieurs acteurs. On cherche à sensibiliser le grand public, on cherche à sensibiliser donc pour qu'ils comprennent ce qu'est la charge mentale, qu'ils comprennent davantage ce qu'est le travail invisible, sensibiliser les élus, les gouvernements, sensibiliser le secteur privé, leur montrer que les entreprises ont aussi un rôle à jouer.
Et simplement revenir rapidement sur cette idée de sensibilisation qui, euh, qui est forcément quelque chose qu'on mentionne toujours dans notre travail, mais c'est aussi comprendre que la sensibilisation, elle est difficile, puisque c'est un sujet qui est difficile à aborder, mais aussi dans le cas du Québec et du Canada, on est aussi limité de par la taille et la réalité du pays, puisque nous avons quand même un pays, le deuxième plus grand pays au monde, donc on a aussi des réalités culturelles, des réalités linguistiques qui sont extrêmement différentes. Donc on parlait tout à l'heure du travail, du fait que le travail invisible prend des formes très différentes. Donc c'est pareil, donc c'est pour ça que sensibiliser au Canada sur ce genre de sujet, sur la charge mentale et le travail invisible, c'est aussi être capable de s'adapter à des réalités complètement différentes, puisque ce qui fonctionne à Montréal ne fonctionne pas du tout dans le nord et dans les territoires du nord du Canada. Et de la même façon, on est aussi obligé de sensibiliser de façon différente, puisque nous avons des gouvernements fédéraux et provinciaux qui ont chacun leurs compétences respectives. Et donc, ça demande un travail et être capable de rebondir constamment et d'être capable d'adapter un discours constamment et de faire comprendre à des acteurs très différents euh, comment nous pouvons travailler ensemble et ce que ça veut dire pour leur population spécifique. Voilà. Donc, je pense que maintenant, nous allons aussi aborder en grande ligne l'état de cette reconnaissance-là, où est-ce qu'on en est au Québec et en France sur cette reconnaissance de façon beaucoup plus concrète. Oui, je pense que je vois le temps qui file à toute allure, donc on va essayer de tracer ces grandes lignes rapidement. Alors pour vous dire en France, en gros, quel est l'état de la reconnaissance, alors il y a des efforts qui sont faits pour valoriser et reconnaître le travail invisible. Par exemple, en 2025, la santé mentale, c'est la grande cause nationale en France, du gouvernement français. Et dans ce cadre-là, donc, il est notamment mis en avant la vulnérabilité particulière de certains publics. Donc, par exemple, les aidants d'un parent âgé, d'un proche, d'un enfant malade ou en situation de handicap sont confrontés aux besoins de répit physique et mental. Les objectifs du gouvernement sur cette grande cause de 2025 mentionnent aussi les familles monoparentales et en particulier les mères isolées qui, je cite, subissent une charge mentale et physique intense qui peuvent mener à l'épuisement. On a aussi plusieurs enquêtes qui commencent à mesurer la charge mentale de manière plus précise et la documentent et aussi documentent ses causes et ses impacts, et notamment chez les femmes actives. Et on a une valorisation aussi du bénévolat, des métiers dits invisibles. En revanche, on a des obstacles qui sont persistants, comme la non-reconnaissance juridique et économique du travail invisible qui, elle, continue. Il reste absent des droits sociaux, donc donne aucun droit à la retraite, euh, à une rémunération, et reste aussi en dehors des statistiques officielles, n'est pas comptabilisé non plus dans l'économie comme Emma le mentionnait. Et il y a des inégalités persistantes qu'on a déjà pas mal mentionnées. Euh, Au Québec aussi, il y a des pour et des contre, Emma, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on a des choses qu'on retrouve qui sont assez communes sur le manque de reconnaissance concrète, notamment au niveau économique. On va aussi conserver des inégalités persistantes. La chose qu'on a peut-être moins, c'est cette idée de tabou, puisque surtout principalement au niveau de la charge mentale, au Québec, on a eu beaucoup de discussions qui ont été amorcées sur l'idée de charge mentale. On entend très peu parler du travail invisible, malheureusement. Mais on retrouve aussi, comme en France, cette idée de précarité, d'invisibilisation constante. Au niveau de ce qui a été mis en place dans la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2024-2027, on retrouve beaucoup de mentions du travail invisible, du besoin de reconnaissance du travail invisible, du besoin d'une journée particulière pour le travail invisible, ce qui est une très bonne nouvelle, un très bon signe. C'est vrai qu'on a aussi dans le débat public et au niveau politique beaucoup de discussions autour de la conciliation vie professionnelle, vie privée, vie personnelle. Donc c'est quelque chose qui est qui est beaucoup entré dans le débat, que ça soit de la part des gouvernements, mais aussi de la part des syndicats, de la part des organismes qui travaillent sur le terrain.
Et un autre élément qui est important de, de mentionner, si on parlait tout à l'heure du fait que que le travail invisible avait une partie liée à la proche-aidance. Donc, il y a aussi des stratégies spécifiques à la proche-aidance pour trouver un moyen d'offrir des congés spécifiques, offrir un soutien psychologique, logistique aux personnes prenant à charge leur famille. Mais c'est vrai que nous aussi, donc comme je mentionnais tout à l'heure, le fait d'avoir des gouvernements provinciaux, fédéraux, fait que ce qui est une réalité au Québec n'en est pas forcément une en Colombie-Britannique, puisque les lois varient énormément dans l'ensemble du pays. Mais oui, donc en tout cas, au sein du Québec, nous avons commencé à avoir des discussions sur le travail invisible et la charge mentale, mais nous sommes en train de voir comment ces discussions arrivent sur une réalisation beaucoup plus concrète aussi. Oui, c'est vrai que cette question des gouvernements fédéral, gouvernement régional, c'est un problème qu'on n'a pas en France, mais oui, j'imagine toute l'adaptation que ça demande. Mais en France, qu'on a un peu comme problème, c'est le côté tabou justement qu'on mentionnait tout à l'heure. Le travail invisible, la charge mentale, le travail domestique, ça reste encore, voilà, en fait, je pense que c'est quelque chose qui est tellement, et ça je le vois quand moi je vais intervenir en entreprise, par exemple, ou en mairie, enfin auprès voilà, de salariés de la fonction publique ou privée, mais c'est les réactions sont souvent très épidermiques quand on commence à parler, pardon, de travail invisible, de charge mentale. C'est toujours très ah oui, mais moi non, mais moi chez moi c'est pas comme ça. Les personnes se sentent très concernées très très rapidement et veulent un peu se donner bonne conscience, se dédouaner de faire partie du problème. Mais je pense que justement il faut qu'on arrive à avoir une conversation beaucoup plus posée, enfin de vraiment mettre les choses à plat et à une échelle beaucoup plus systémique et systématique sur ces sujets et à décorréler un peu ça des situations individuelles parce que c'est vrai que quand les réactions sont comme ça à fleur de peau, évidemment, le débat peine beaucoup à se faire. Et donc pour parler un peu des initiatives qui sont mises en place en France à l'échelle des acteurs publics ou privés, une des choses pour mieux répartir le travail invisible qu'on regarde en priorité, c'est notamment les politiques de parentalité. Euh, une mesure qui changerait beaucoup de choses, au moins, et que nous, on appelle vraiment de nos voeux à Tapenséa, c'est la mise en place d'un congé parental de même durée et surtout obligatoire pour les deux parents dès la naissance du premier enfant, et ce, indépendamment du genre, puisque au-delà de permettre d'amoindrir l'installation de schémas genrés dès la naissance d'un enfant dans un couple, ou dans une famille. Donc ça permettrait d'amoindrir, d'atténuer l'installation de schémas genrés, mais aussi ça permettrait aussi d'éviter, ou en tout cas d'atténuer un certain nombre de discriminations à l'embauche, puisque le congé parental est obligatoire pour les deux parents, quel que soit leur genre. Il n'y aurait pas cette excuse avancée ou cette question posée en entretien d'embauche qui, même si aujourd'hui c'est interdit, c'est toujours beaucoup le cas. Est-ce que vous prévoyez d'avoir des enfants bientôt? Et donc des hommes qui sont préférés aux femmes pour certains emplois, justement pour ces raisons à un certain âge. Euh, oui, une réforme du congé parental, c'est un peu ce qui semblait, il y avait une réforme prévue en France en 2025 qui, faute de budget, sera repoussée à l'année prochaine, mais l'implémentation d'un congé parental de 3 mois pour les deux parents. On ne sait pas encore si ce sera obligatoire ou pas, donc on attend de voir si ça avance dans la bonne direction. Et, euh, et il me semble aussi important de mettre en avant voilà, l'importance des acteurs du secteur privé. Comme on l'a dit, cette question du tabou est encore très très présente, même si en France, il y a quelques entreprises qui mettent en place des initiatives, notamment par exemple la MGEN qui propose des programmes dédiés aux proches aidants, par exemple, euh, ou d'autres entreprises qui mettent en place des dispositifs d'accompagnement à la parentalité.
ou aussi des initiatives sur des événements pour sensibiliser spécifiquement à la charge mentale dans lesquelles, par exemple, ta pensée a pu intervenir. Les limites de ça, ceci dit, c'est que la plupart de ces initiatives sont encore portées par des grands groupes ou des entreprises du secteur social ou de la petite enfance. Donc ça reste quand même cantonné à beaucoup. Je ne sais pas comment euh, c'est des entreprises, des crèches ou des entreprises qui travaillent dans le soin, dans la petite enfance, etc. Donc ça reste quand même cantonné à un certain milieu. Les actions sont souvent voilà, centrées sur la parentalité et la reconnaissance du travail invisible au sens large peine quand même à se faire une place comme au Canada, je pense. Oui, mais je voulais juste revenir sur le point de la parentalité, notamment au Québec et au Canada. C'est vrai que le Québec tire énormément le reste du Canada vers le haut en termes de parentalité, puisque donc on discutait du fait d'avoir un congé parental. C'est quelque chose qui existe déjà au Québec. Donc au Québec, on va retrouver le congé maternité, paternité, puisque par exemple, contrairement au niveau fédéral, il n'y a pas de congé paternité à proprement parler, mais au Québec, oui. Et en plus de cela, nous avons un congé parental de 32 semaines qui est à partager entre les deux parents. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, le Québec se démarque particulièrement, principalement par rapport à tout le reste du pays et par rapport à la France aussi. Ouais, Euh, tout à fait. En plus de ça, c'est vrai qu'on a un autre système qui avait été mis en place au Québec que je pense que toutes les personnes québécoises qui sont ici avec nous aujourd'hui connaissent, qui était le projet d'avoir des centres de petite enfance à un prix accessible, qui est un projet qui avait été mis en place depuis dès 1997, qui a eu un très grand succès, qui a notamment permis à beaucoup de femmes québécoises d'entrer sur le marché du travail, de sortir de la pauvreté, de sortir de la précarité économique et, euh, et qui aujourd'hui est en train d'être reproduit dans le reste du Canada. Certes, 25 ans après, mais mieux vaut tard que jamais. Et donc, c'est vraiment un projet qui sert de modèle pour le reste du Canada, mais qu'il faut tout de même noter a encore de gros progrès à faire, que ce soit au Québec ou dans le reste du pays, puisqu'il y a un manque de place qui est flagrant. Donc, ce programme-là, en fait, n'a plus de place. Donc, les personnes ne peuvent plus y accéder. Il y a aussi un gros problème en termes de recrutement de personnel pour travailler dans ces centres-là. Donc, ce projet qui a permis pendant de longues années aux Québécoises de rentrer sur le marché du travail a un gros besoin de renouvellement. Et je pense notamment, il me semble que parmi nous aujourd'hui, nous avons des membres des agricultrices du Québec. Et je discutais avec leur directrice il y a quelque temps qui m'expliquait notamment les difficultés pour les agricultrices et les personnes vivant en milieu rural, puisque ce sont des réalités qui sont souvent ignorées et donc pareil, un manque d'accessibilité, un manque de place. Et donc toutes les femmes agricultrices, toutes les femmes vivant en milieu rural sont aussi extrêmement pénalisées par un manque d'accès à des infrastructures qui pourtant ont été mis en place et existent. Donc c'est pour ça il y a des choses qui ont été mises en place, qui existent au Québec et qui continuent d'être mises en place au Canada, mais qui ont besoin d'un renouveau. Au niveau du secteur privé, euh, nous avons aussi des ajustements que nous commençons à voir sur l'idée d'avoir notamment au niveau de la flexibilité, d'avoir des horaires beaucoup plus flexibles, commence à avoir un meilleur accès à des congés pour proches aidants, mais ce qui est nécessaire, c'est non seulement d'avoir ces congés-là, mais d'avoir la garantie de retrouver son poste au retour de ces congés. Donc, il y a des choses qui commencent à se mettre en place, qui sont très lentes, malheureusement, mais mais il y a déjà des discussions qui s'amorcent au Québec et qui commencent à avoir des discussions très intéressantes avec les entrepreneurs, avec le secteur privé pour mettre en place ces solutions spécifiques-là.
Ouais, Ah, et je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et ben, ça reflète aussi notamment, je pense, le manque de moyens qui est alloué à ces initiatives-là aussi, je pense, en France comme au Canada, et qui peuvent conduire à ces blocages, au blocage dont tu parles justement. Et il y a une troisième échelle de choses à mettre en place qui est celle qui nous touche au plus proche, on va dire, qui est qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, à l'échelle de nos familles, de nos groupes sociaux, en attendant que les changements à plus grande échelle, qui sont très nécessaires, se fassent, puisque comme tu l'as dit, Emma, ça avance, mais ça avance. Ça prend son temps, on va dire. Et donc, je voulais, moi, vous partager quelques témoignages, justement, qu'on a reçus par rapport à ça sur Tapensea. Tous les samedis, maintenant, nous, on partage les stratégies ou les victoires que nos abonnés ont mises en place pour, justement, mieux partager la charge mentale à l'échelle de leur famille ou à l'échelle de leur entourage plus large. Donc on a une personne qui, par exemple, nous dit, on a mis en place un système d'astreinte. On alterne chaque soir, l'un gère le repas, l'autre gère le coucher des enfants et les éventuels réveils. On alterne un jour sur deux et on partage les tâches du quotidien. Elle nous dit, ce n'est pas parfait, mais ça aide bien. Donc des petites victoires. Une autre personne qui nous dit sur le témoignage en bleu, elle nous racontait, j'ai beaucoup aimé son témoignage parce que elle nous racontait que elle, ce qui lui coûtait beaucoup, c'était préparer les repas. Et qu'en fait, elle avait décidé de s'inscrire au yoga exactement, enfin, un jour par semaine, sur le tunnel du soir, donc entre 18h30 et 20h, pour en fait imposer à son conjoint de s'occuper du repas pour lui-même, et leurs enfants, et pour elle-même quand elle rentrerait de son cours. Et qu'elle a dû beaucoup batailler au début, mais que ça finit par se mettre en place avec la pratique, avec le fait qu'elle n'a aussi pas cédé sur son soir, qu'elle considérait justement comme son moment à elle. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé sa persévérance et puis ce qu'elle avait mis en place, voilà, un moyen de se rendre indisponible pour ne pas effectuer le travail invisible, justement, au lieu de tout simplement avoir une énième discussion avec son conjoint qui ne semblait pas forcément réceptif à la conversation. Et puis enfin, un autre témoignage qui disait, pour moi, partager la charge mentale, c'est lire les posts de ta pensée A pour relativiser et identifier les trucs nuls que je fais encore. Donc c'était un témoignage d'homme, pour le coup, on n'en reçoit pas beaucoup, mais celui-là me semblait mériter d'être mentionné, mais lui parlait surtout de communication et de demander régulièrement à sa conjointe si elle trouvait que le partage était équilibré et de refaire un point surtout très régulièrement euh, pour voir comment tous les deux se sentent dans cette répartition pour pouvoir voilà, adapter et puis que les deux y trouvent leur compte. Et de manière plus générale, on reçoit aussi pas mal de retours sur des choses qui sont mises en place au-delà de la famille, puisque ben, on a déjà mentionné pas mal que la charge mentale, ça s'exporte au-delà du cercle familial. Et souvent aussi, en fait, ces dynamiques de genre déséquilibrées sont amenées dans le foyer par des éléments extérieurs. Donc, par exemple, on a parlé de l'école tout à l'heure qui appelait systématiquement la maman alors que c'était le papa, le contact privilégié. Euh, eh ben, une, une femme, quand on a partagé ce commentaire justement en story à notre communauté, une personne nous a écrit pour nous dire, moi ça m'arrivait aussi, et ce que j'ai fait, c'est tout simplement d'en en parler, et de prendre un rendez-vous voilà, avec la prof en question ou avec du personnel de l'établissement pour justement amener le sujet sur le tapis et que ça alors que ça cesse dans une certaine mesure, mais en tout cas que voilà que ce soit pris en compte. Euh, et, euh, et des personnes aussi, beaucoup d'enseignantes et d'enseignants nous ont écrit pour nous dire, moi maintenant, systématiquement, j'appelle le père en premier, même si c'est difficile de tenir sur la durée parce que beaucoup nous disent, non, non, c'est sa mère qui s'occupe de ça, appelez-la elle. Mais voilà, ça fait très très plaisir de voir de voir tous ces instituteurs, institutrices et secrétaires et profs qui nous disaient, moi maintenant, non, j'appelle le père en premier pour que, bien qu'ils se rendent compte aussi à force que lui aussi, c'est aussi son père et qu'il est aussi concerné que la maman. Donc,
Donc voilà, ça permet peut-être aussi d'éviter que des personnes extérieures au foyer accentuent le déséquilibre en contactant toujours le même parent, par exemple. Euh, et, euh, et on parlait aussi, il n'y a pas très longtemps, sur Instagram, des groupes WhatsApp familiaux, notamment les groupes d'organisation de vacances qui reposaient beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est comment ça se passe pour vous. Vous pouvez m'écrire dans le chat si vous avez ce genre de groupe d'organisation d'événements, de repas de famille, de vacances, etc. Et on a reçu pas mal de messages qui nous disaient que c'était des groupes très, très féminisés ou que si des hommes en faisaient partie, ils participaient très, très peu, juste pour répondre aux questions et encore. Euh, et donc, je demandais voilà, à nos abonnés si les personnes étaient pour ou contre ce genre de groupe d'organisation entre quasi exclusivement féminins. Beaucoup répondaient que non, donc comme vous pouvez le voir là sur les messages qu'on a pu recevoir, qui disaient voilà, faut que les hommes se bougent aussi. Mais beaucoup qui disaient aussi qu'elles étaient favorables finalement à ce genre de groupe parce que elles pouvaient s'organiser des week-ends entre femmes et que bah, si les mecs voulaient pas prendre leur part de l'organisation, voilà, qu'elles s'organisaient leur week-end entre elles ou leurs événements entre elles et que c'était beaucoup plus reposant pour elles. Donc, à tester si vous êtes dans cette situation. Et voilà, puis n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos initiatives pour partager la charge mentale. Nous, on les publie bah, tous les samedis maintenant, donc ça nous intéresse beaucoup de voir vos victoires parce que c'est bien de parler de ce qui va pas, mais c'est aussi essentiel, je pense, de parler de ce qui fonctionne. C'est vrai que ça fait toujours du bien d'entendre parler de ce qui fonctionne un peu. Mais oui, c'est vrai qu'on a toujours à cœur cette idée d'être capable de travailler, de créer un réseau. De la même façon, c'est ce qu'on fait aussi à la FEA, cette idée d'être capable de se tisser des liens et de créer des réseaux d'organismes, de personnes qui sont confrontées à des réalités similaires ou à des défis similaires. Et on a toujours des bonnes pratiques à apprendre les uns des autres. J'en profite aussi pour mentionner rapidement un outil que j'ai vu mentionné plusieurs fois dans le chat, c'est les agricultrices du Québec qui ont mis en place un outil de calcul du travail invisible, qui était destiné principalement aux agriculteurs et agricultrices et qui leur permettait de calculer la part de travail invisible qu'ils faisaient chaque semaine et quelle rémunération elles pourraient recevoir pour ce travail-là. Donc, si vous avez par curiosité envie d'aller voir cet outil, je vous encourage fortement. J'ai vu le lien passer dans le chat. Et voilà, c'est de ce genre de choses aussi dont nous avons besoin, de voir que d'autres personnes aussi connaissent les mêmes enjeux. Donc, j'en profite pour conclure. Je vois que nous avons déjà dépassé sur le temps, mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Merci beaucoup à tous d'être restés aussi longtemps, de nous avoir écoutés, d'avoir participé dans le chat. Je vais vous inviter à suivre la page de Tapenséa. Vous avez le petit QR code et si vous ne voulez pas utiliser le QR code, vous avez le nom aussi, Tapenséa, que vous retrouverez sur Instagram. Et pour la FEAS, vous avez le site internet de la FEAS ainsi que notre nouveau site Travail Invisible sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations liées à la reconnaissance, à la valorisation du travail invisible. Vous y retrouvez toutes les informations et je vous invite aussi, si vous voulez, à vous rejoindre à la FEAS. Nous faisons plein de choses pour faire avancer l'égalité des genres et notamment la valorisation du travail invisible. Donc, vous avez toutes ces informations-là sur les deux sites web. Et donc, on peut rester encore un peu si vous avez d'autres questions et que vous voulez nous poser des questions sur le sujet, ou vous avez d'autres sujets dont vous voulez discuter. J'avais vu passer une question notamment sur ce que l'on pensait du travail invisible et de la reconnaissance qui était faite parmi les pays scandinaves, si on trouvait qu'il y avait une meilleure reconnaissance qui était faite à ce sujet. Malheureusement, je ne pense pas. Ça varie énormément entre les pays scandinaves, entre la Norvège et la Suède. Il y a énormément de différences. Il y a eu beaucoup de discussions et des progrès qui ont été faits au niveau de la reconnaissance du bénévolat, qui est un sujet très très important sur l'idée aussi de rémunérer. Est-ce qu'on rémunère le bénévolat? Comment mieux reconnaître et mieux valoriser
l'apport du bénévolat à notre société. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en Europe en général et dans le monde en général sur la reconnaissance du soin au foyer. Donc cet élément-là est encore très peu développé, je pense. Je sais pas, Marie, ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Et puis même de manière générale, en Europe, par exemple, si on s'intéresse aux politiques de parentalité, c'est donc il y a un type de voilà de soutien au travail invisible, au travail de soins. C'est quand même très très varié, très hétérogène selon les pays. Donc et y compris dans les pays scandinaves où on a certes il y a des congés parentaux qui sont quand même assez importants notamment en Finlande, il me semble, mais voilà, il y a d'autres aspects qui sont beaucoup moins pris en compte. Donc en fait, je pense que ça dépend vraiment de quel aspect on regarde. Et comme le travail invisible, c'est tellement, comme tu le disais, tellement multifacette et il y a tellement de types de travail invisible qu'il reste encore beaucoup de progrès à faire dans pas mal de domaines. Effectivement, oui, c'est vrai que le fait d'avoir autant de sujets différents qui sont englobés, ça crée beaucoup de difficultés pour certains, manque de reconnaissance, mais ça avance petit à petit. En tout cas, beaucoup de discussions sont aussi lancées au niveau international. On voit que c'est un sujet qui a été énormément repris par les Nations Unies, qui est de plus en plus discuté aussi par l'Organisation internationale du travail, qui fait énormément de recherches, énormément d'analyses sur l'état de la proche aidance et du travail de soins non rémunérés. Donc voilà, donc on voit que c'est un sujet qui petit à petit est de plus en plus discuté et commence à prendre de la place au sein des discussions nationales et internationales. Donc c'est très intéressant, on vit une période assez intéressante à ce niveau-là. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Ben, en tout cas, je voudrais souligner, remercier Michel qui vient de devenir membre de la FEAS là, pendant la conférence. Donc, merci et bienvenue. Bienvenue Michel. Non, je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Merci beaucoup Marie pour Merci à vous. ton point de vue français lors de cette conférence et d'avoir partagé, de nous en avoir appris davantage sur la charge mentale aussi. Ben, merci à vous et c'était très enrichissant en tout cas de faire voilà cette conférence à deux voix. Je pense qu'on a pu partager vraiment pas mal de choses, de voir les similitudes et puis aussi les différences, parce qu'il y a pas mal de différences quand même de contexte et de ce qui se fait, de ce qui se passe. Donc ouais, je pense que ça a été très intéressant pour les deux publics de voir justement ces regards croisés aujourd'hui. Oui, merci aussi, merci à tous d'être restés, merci de votre présence, que ce soit en France ou au Québec ou ailleurs, je ne sais pas, mais merci, merci beaucoup et on vous souhaite une très bonne soirée ou bonne Merci à journée. toutes et tous. Au revoir. Merci, merci infiniment. Au revoir. Au Merci, revoir. au revoir.